Aussi loin que remonte l'histoire de l'humanité, les hommes entre eux et les femmes entre elles ont eu des rapports sexuels et amoureux. En tout lieu et en tout temps, on a vécu et pratiqué l'homosexualité. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, le terme homosexualité ne date que de 1890, témoignant de l'évolution de sa perception au fil des siècles, oscillant entre tolérance, répression, invisibilisation et parfois même glorification. Des temples de la Grèce antique où elle était vue comme naturelle, au procès du Moyen-Âge où elle était châtiée, des persécutions des régimes totalitaires aux marches des fiertés modernes, l'histoire de l'homosexualité est une odyssée sociale, culturelle et politique fascinante. Et c'est l'histoire que je te raconte aujourd'hui. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de reportage et de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Vous n'êtes que 20% à avoir appuyé sur le bouton, alors n'hésitez pas. Juste avant de commencer, il est important de préciser une chose. Vu que le terme homosexualité n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle, le concept même de l'homosexualité n'est réellement défini de manière moderne qu'à partir de cette période. Avant ça, il était difficile de construire une identité homosexuelle comme on l'entend aujourd'hui. Ce n'est donc pas une seule et même homosexualité qui traverse l'histoire de façon inchangée, mais bien des pratiques et des visions qui évoluent selon les lieux ou les époques. Il est aussi important de préciser que les notions modernes d'identité et d'orientation sexuelles ne peuvent pas être directement appliquées aux sociétés du passé. Les concepts et les classifications actuelles n'existaient pas à l'époque, et il serait donc anachronique de les appliquer à ces lointaines périodes. Les comportements sexuels ont toujours été influencés par une combinaison de facteurs culturels, sociaux et biologiques, et sont donc liés à leurs propres époques. Malgré tout, ça nous empêche pas d'étudier les relations sexuelles et amoureuses entre hommes ou entre femmes, en essayant justement de voir comment les sociétés du passé traitaient cette question. Allez, on rentre maintenant directement dans le sujet. Difficile de dire depuis quand l'homosexualité existe chez les humains, mais ce qui est sûr, c'est que ça remonte à loin, à très loin même. Les premières traces d'actes homosexuels ont par exemple été retrouvées dans des peintures rupestres qui datent de 11 000 et 9 600 ans avant Jésus-Christ. Trouvées dans la Grotta della Adora, située sur le mont Pellegrino en Sicile, des chercheurs interprètent ces scènes comme des représentations d'actes homo-érotiques. Et ce n'est pas un cas isolé quand on parle d'art préhistorique. On retrouve d'autres exemples de peintures et de gravures rupestres similaires un peu partout dans le monde, comme au Brésil dans des grottes du parc national de la Serra da Capivara. Là encore, ces peintures semblent représenter des actes sexuels entre individus du même sexe, suggérant que les pratiques homosexuelles existaient dans les sociétés préhistoriques. Mais pour avoir les premières traces concrètes de l'existence de l'homosexualité, il faut attendre la fin de la préhistoire et l'apparition de l'écriture entre 3400 et 3200 avant Jésus-Christ. Les premières grandes civilisations apparaissent et avec elles, les représentations humaines évoluent. En Mésopotamie, à Sumer, Babylone ou Assour, les premières grandes cités-États, beaucoup de sources judiciaires et de codes de loi nous sont parvenues, mais très peu d'entre elles parlent d'homosexualité. À Assour, une ancienne ville de l'actuel Irak construite au 3e millénaire avant notre ère, des textes contiennent des prières demandant la bénédiction divine pour les relations homosexuelles. D'autres textes suggèrent que la prostitution homosexuelle était autorisée, peut-être sur une base rituelle ou religieuse. Ce qui est sûr, c'est que la vision de la société assyrienne sur l'homosexualité a été changeante à travers le temps. D'autres textes de loi condamnent par exemple les pratiques homosexuelles, considérant qu'il s'agit d'un délit contre l'État. Pas complètement accepté, mais pas complètement interdit quoi. Pourtant, d'autres sources évoquent des comportements homosexuels ou des identités de genre ambiguës. La déesse Inanna ou Ishtar, suivant les régions, associée à l'amour, la guerre, la sexualité et la fertilité, illustre cette fluidité. Dotée du pouvoir de transformer les hommes en femmes et les femmes en hommes, Inanna inspire des cultes où ses prêtres, les Kurgarum, adoptent des comportements ou des vêtements féminins lors de chants et de danses rituelles. Ces rituels sacrés sont décrits dans l'Ininsagura, un hymne sumérien dédié à la déesse, mais aussi à la sexualité sacrée et qui fait allusion à la fluidité des genres. Inanna elle-même a eu de multiples formes, dont une masculine. Dans la ville de Mari, en Syrie actuelle, un temple lui a été dédié au 3e millénaire avant notre ère, où des inscriptions la dépeignent dans une forme virile représentant l'aspect masculin et guerrier de la déesse. Une représentation qui témoigne donc d'une acceptation de la diversité des genres et de la sexualité dans les pratiques religieuses. Chez les voisins égyptiens, la question reste plus discrète. Aucun texte légal de l'époque pharaonique n'évoque clairement l'homosexualité, ce qui semble indiquer que la société égyptienne préférait garder ces sujets dans la sphère du privé. L'homosexualité n'est jamais explicitement condamnée, ce que les historiens interprètent comme une forme de tolérance. En fait, chez les Égyptiens, ce qui importe avant tout, c'est le Ma'at, l'ordre cosmique. Tout ce qui menace cet ordre
ordre, comme les comportements jugés déviants ou perturbateurs, est interdit et réprimé. Du coup, si la loi ne fait pas mention de l'homosexualité, c'est que les Égyptiens considéraient qu'elle ne vient pas troubler cet ordre cosmique. Un cas exceptionnel retient pourtant l'attention. À Saqqara, une nécropole égyptienne de la région de Memphis, les archéologues ont retrouvé un tombeau partagé par deux hommes, Khnumhotep et Niankhnum. Ce qui est frappant, c'est l'iconographie de leur sépulture. Les deux hommes y sont représentés main dans la main, dans une posture habituellement réservée aux couples hétérosexuels. Cette pose nez contre nez est une posture équivalente au baiser dans l'art égyptien. Il s'agit là d'une forme d'intimité rare dans l'art funéraire égyptien. Et leur lien n'est pas précisé dans les hiéroglyphes, ce qui prête encore à débat. Mais pour beaucoup d'égyptologues, il s'agit bel et bien d'un couple homosexuel. Mais là encore, la très longue histoire de l'Égypte pharaonique rend difficile d'être catégorique sur le sujet. Durant ces 3000 ans d'histoire, la perception de l'homosexualité a forcément évolué au gré des époques. Et si l'Égypte a préféré la discrétion à ce sujet, d'autres civilisations de l'Antiquité choisiront une toute autre voie. Dans les cités grecques, puis dans l'Empire romain, l'homosexualité ne sera pas un tabou silencieux, mais bien un sujet de discours, de législation, de philosophie et parfois même de célébration. On a tendance à imaginer la Grèce antique comme un berceau de l'homosexualité dans lequel les hommes étaient libres de s'aimer entre eux, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, la société et les lois des cités grecques condamnaient l'amour entre hommes adultes puisqu'il était considéré comme avilissant et indigne d'un citoyen honorable. En revanche, ce qui était autorisé et même encouragé, c'était les relations entre un homme mûr et un adolescent. Érigée au rang d'institution, cette relation entre l'éraste, donc l'adulte, et l'éromène, le jeune à peine pubère, était un rite de passage à l'âge adulte pour le jeune garçon. En gros, l'adulte prenait un adolescent sous son aile, le formait à la vie sociale et politique de la cité et entretenait au passage des rapports sexuels avec lui. Alors évidemment, dans cette configuration, l'homme plus âgé devait jouer le rôle de l'actif et le plus jeune le rôle du passif. Ce qui compte en fait, c'est que la relation soit asymétrique entre un adulte dominant et un adolescent dominé. Et cette relation, c'est ce qu'on appelle la pédérastie. Alors de notre point de vue aujourd'hui, ça semble complètement fou, mais à cette époque, la différence d'âge entre les amants était digne de respect et rendait la relation acceptable aux yeux de la société. Et elle était même codifiée par des textes de loi dans des cités comme Sparte et Athènes. Il faut savoir que la société grecque de l'époque est extrêmement misogyne. Dans la vision grecque, les femmes ne sont destinées qu'à assurer la descendance. L'amour noble et le plaisir charnel se passent donc entre les hommes. Après, pour ce qui est de la cité de Thèbes, c'est un petit peu différent. Le bataillon sacré occupe une place particulière. Unité d'élite de l'armée de la cité, ce corps militaire formé au IVe siècle avant notre ère était composé de 150 couples d'hommes. L'idée derrière ça était simple, des soldats liés par l'amour et l'intimité seraient forcément plus enclins à se battre jusqu'au bout, puisqu'en plus de défendre sa propre vie, il fallait défendre celle de son compagnon. Et apparemment, ça a plutôt bien marché. Le bataillon sacré s'est rapidement forgé une réputation redoutable, notamment lors de la bataille de Leuctre en 371 avant Jésus-Christ, où il écrase la puissante armée de Sparte. Pendant plusieurs décennies, il symbolisa la force de l'unité et le courage, mais en 338 avant Jésus-Christ, le bataillon est anéanti lors de la bataille de Chéronée qui l'oppose à Philippe II de Macédoine et son fils Alexandre futur le Grand. Selon les récits de Plutarque, après la bataille, Philippe II, impressionné par le dévouement de ses guerriers tombés ensemble, déclara devant leur corps « Maudits soient ceux qui soupçonnent ces hommes d'avoir pu faire ou subir quoi que ce soit de honteux ». Bien loin d'être marginalisée, l'homosexualité pouvait donc être perçue comme un atout par certaines cités grecques. Et pour revenir à Alexandre le Grand, c'était aussi le cas dans la culture macédonienne de l'époque. L'homosexualité d'Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'Antiquité, est un sujet plusieurs fois évoqué dans les sources antiques. L'une de ses liaisons les plus célèbres est sans doute celle qui l'unissait à Héphaïstion, son plus proche ami, garde du corps et probable amant. Les deux hommes ont grandi ensemble et étaient très liés, voire intimes selon certaines interprétations. En fait, ces interprétations se basent surtout sur un événement. Lors de la conquête de l'Asie en 334 avant Jésus-Christ, Héphaïstion est pris de fièvre et meurt subitement à 32 ans, et lorsqu'Alexandre apprend sa mort, il plonge dans un deuil presque insurmontable. Inconsolable, Alexandre décrète un deuil public dans tout l'Empire et organise des cérémonies. Héphaïstion est en fait quasiment élevé au rang de divinité, et pour beaucoup d'historiens, cette réaction prouve l'amour qui liait les deux hommes. D'autres sources évoquent également sa relation avec Bagoas, un eunuque perse d'une grande beauté, favori
favori d'Alexandre le Grand après la conquête de la Perse. Là encore, Plutarque raconte que lors d'un banquet, Alexandre et Bagoas sont acclamés après s'être embrassés en public. D'ailleurs, avant Alexandre, Bagoas aurait été, selon d'autres sources, l'amant de Darius III, le roi de Perse, vaincu par Alexandre le Grand lors de la bataille de Gaugamélès en 331 avant Jésus-Christ. Dans l'Empire perse, cette fois-ci, les pratiques homosexuelles sont largement attestées, surtout entre des hommes adultes et des eunuques. Même si l'homosexualité n'était pas forcément célébrée publiquement comme en Grèce à la même période, elle était socialement tolérée, surtout dans les sphères de pouvoir, et en particulier sous les Achéménides, la dynastie qui règne sur l'Empire perse de 650 à 331 avant Jésus-Christ. Les eunuques jouaient un rôle particulier dans les cours royales de Perse, à la fois conseillers, diplomates et proches du roi, ils étaient aussi des favoris sexuels. Là encore, l'important n'est pas l'homosexualité en soi, mais que la relation s'inscrive dans un pouvoir asymétrique avec un dominant et un dominé socialement. Alors depuis le début, je ne te parle que de relations entre des hommes, mais pas entre des femmes. Bon, il faut dire que si on n'a que peu de sources concernant les relations homosexuelles masculines, on en a encore moins pour l'homosexualité féminine. Dans l'histoire de la Grèce antique, il existe malgré tout une figure emblématique, Sappho de Lesbos. Originaire de Mytilène sur l'île de Lesbos au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, Sappho est l'une des poétesses les plus connues du monde antique et un symbole important de l'amour entre femmes. Elle dirigeait notamment un cercle de jeunes filles nobles à qui elle enseignait la poésie, la musique et l'art du raffinement. Dans son œuvre, dont une partie est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, elle célèbre la beauté, l'amour et le désir des femmes. C'est d'ailleurs de son nom qu'est tiré le mot saphisme pour désigner l'homosexualité féminine, tandis que son île Lesbos donnera le terme lesbienne. Sappho jouissait d'un immense prestige dans l'Antiquité et était même comparée à Homère, l'auteur de l'Odyssée, et son héritage prouve en tout cas que l'amour entre femmes existait en Grèce à cette époque. Chez les Romains, c'est un petit peu différent. Avant la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ, la péninsule italienne est peuplée par les Étrusques et par des peuples celtes. Même si les sources sont peu nombreuses au sujet de ces peuples, il semblerait que l'homosexualité y était tout à fait acceptée. Les Celtes, par exemple, partagent avec les Grecs la tradition de la pédérastie, jugée indispensable à la formation des jeunes guerriers. Chez les Étrusques, il n'existe aucun tabou particulier et aucune différence entre l'amour hétérosexuel et l'amour homosexuel. Certains auteurs grecs de l'époque précisent même que l'union entre personnes du même sexe était permise. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve dans l'art étrusque, par exemple sur les fresques de cette tombe appelée la tombe des taureaux. Et sur l'un des murs, on peut y voir une scène où deux hommes sont en plein rapport. Une représentation du plaisir jusque dans l'au-delà qui suggère une potentielle normalisation des pratiques homosexuelles. Plus tard, dans la société romaine, ce n'est pas tellement l'orientation de la sexualité qui est importante, la plupart des citoyens romains sont bisexuels, sans que l'on ne fasse véritablement de distinction entre les relations hétéro ou homosexuelles. Non, l'important à Rome, et là je me répète, c'est l'opposition entre l'actif, le dominant, et le passif, le dominé. Un citoyen romain peut tout à fait préférer la compagnie d'un autre homme, à condition qu'il reste le dominant d'un point de vue social et sexuel. Par contre, être passif est humiliant et dégradant. C'est donc un rôle réservé aux hommes considérés comme inférieurs, c'est-à-dire les esclaves, les affranchis ou les artistes. Ce n'est pas l'amour entre hommes qu'on méprise, mais l'idée qu'un homme citoyen puisse se laisser dominer par un homme inférieur. Et cette logique, on la retrouve chez beaucoup de grandes figures romaines. César, par exemple, a été surnommé le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris par ses détracteurs, en raison d'une rumeur selon laquelle il aurait été dans sa jeunesse le favori du roi de Bithynie, Nicomède IV. César aurait eu un temps le rôle d'échanson à la cour du roi, c'est-à-dire un officier chargé de servir à boire au roi, et aurait, encore selon les rumeurs, partagé le lit de ce dernier comme prostituée, le vice le plus méprisable aux yeux des Romains. Encore une fois, ce n'est pas tant l'orientation sexuelle qui cause les critiques, mais plus la supposée passivité durant l'acte sexuel qui est jugée indigne d'un chef de guerre. Mais certains empereurs, à l'image de Néron, pousseront encore plus loin les ambiguïtés. Après la mort brutale de sa femme Popée, qu'il aurait tuée d'un coup de pied alors qu'elle était enceinte, Néron se rapproche d'un jeune affranchi du nom de Sporus, et selon l'historien Suétone, Sporus ressemblait étrangement à Popée. Fasciné, Néron le fait castrer, l'habille en femme, l'appelle par le prénom de son épouse défunte et organise même un mariage public où Sporus est présenté comme Madame l'impératrice. A l'inverse, Adrien, empereur romain de 117 à 138 après Jésus-Christ, marque profondément les esprits par son amour sincère à Antinoüs, un jeune grec qui était devenu son favori. À la mort tragique d'Antinoüs, noyé dans le Nil à l'âge de 20 ans, Adrien est marqué par un deuil profond. Il en fait une divinité et fonde même une ville en son honneur, Antinoé, en Égypte. Et c'est sans doute l'un des rares cas où une relation homosexuelle fut sacralisée à une si grande échelle durant
l'Antiquité. Durant l'Antiquité, l'homosexualité aura donc été à la fois ritualisée et marginalisée, glorifiée parfois, invisibilisée rarement, mais ce qui est sûr, c'est que le sujet a occupé les esprits de cette période. Mais à mesure que déclinent les grands empires antiques et qu'émergent les grandes religions monothéistes, une autre vision du corps, du désir, de l'amour, de la morale et de la sexualité s'impose. Le christianisme, d'abord persécuté par Rome, devient une religion d'État sous Constantin en 313, puis la religion de l'Empire sous Théodose Ier en 380, avant de remodeler durablement les sociétés européennes. De son côté, le judaïsme rabbinique se structure, tandis que l'islam naît et s'étend à son tour au 7e et 8e siècle, avant de dominer le monde moyen-oriental, apportant avec lui une vision propre de ce qui est licite ou illicite. C'est un changement profond de regard qui s'opère. L'acte homosexuel, auparavant intégré à certains rituels ou à des traditions, devient progressivement l'objet d'une réprobation morale, puis d'une répression religieuse et juridique. L'homosexualité devient un péché à l'aube du Moyen-Âge. Mais elle ne disparaît pas pour autant. Elle s'efface, se cache, se déguise, mais elle survit et continue de s'écrire entre les lignes. Avec l'essor des religions monothéistes, les mentalités changent donc durablement et radicalement. Les enseignements religieux condamnent rapidement l'homosexualité, la catégorisant comme une déviance contre nature, et rejettent violemment l'hédonisme gréco-romain. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on retrouve notamment le célèbre mythe des villes de Sodome et Gomorrhe. Tiré de la Genèse, ce mythe raconte que Dieu décide de détruire les deux villes en raison de leur grande perversité, connue pour leur débauche et leur dépravation. Les habitants de Sodome offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite, et il décide donc d'envoyer 2 anges dans cette ville pour vérifier que le péché est avéré et pour prévenir Lot, un homme juste, neveu du prophète Abraham. Mais les hommes de la ville, voyant 2 visiteurs étrangers, insistent pour rencontrer, tu m'as compris, les 2 anges. Convaincus maintenant de leur péché, Dieu décide alors de détruire les 2 villes, Sodome et Gomorrhe, par le soufre et le feu. Ce passage en fait servira longtemps à associer l'homosexualité à un péché grave et un crime contre l'ordre divin. Pourtant, les textes originaux ne condamnent pas directement l'homosexualité. Selon les interprétations, le péché divin pourrait tout aussi bien être l'orgueil, la violence ou l'inhospitalité des habitants. En fait, au IVe siècle, Augustin d'Hippone, un philosophe et théologien chrétien romain, est le premier à associer le crime des habitants de Sodome à l'homosexualité. Dans son livre La Cité de Dieu, Augustin évoque Sodome comme un lieu de débauche en insistant sur la dimension sexuelle de cette dernière, et notamment en liant les pratiques homosexuelles masculine à un dérèglement de la nature humaine. Pour lui, dans l'ordre naturel voulu par Dieu, toute sexualité qui ne vise pas la procréation est problématique. Mais l'homosexualité est une transgression encore plus grave. Cette vision marque profondément les sociétés médiévales et servira de justification pour réprimer et condamner l'homosexualité, puisque l'interprétation d'Augustin deviendra dominante dans la tradition chrétienne, mais aussi juive et musulmane, parce que le mythe de Sodome et Gomorrhe est aussi évoqué dans le Coran. L'influence est telle que la ville de Sodome donnera finalement le mot sodomie. Une pratique évidemment condamnée puisqu'elle détourne la sexualité de son but sacré qui est la procréation. Bon, dans les faits, même si elle est proscrite, les condamnations réelles de l'homosexualité dépendent beaucoup des régions et des époques. La répression est présente, mais en fait très inégale. Par exemple, en l'an 693, le royaume de Tolède du peuple wisigoth décide de légiférer sur le sujet et punit l'homosexualité par la castration. Mais plus tard, lorsque la dynastie arabe des Omeyyades fonde le califat d'Al-Andalus en 711, on observe un nouvel essor de la poésie homoérotique où l'homosexualité est présentée comme un raffinement culturel. Beaucoup de poèmes arabes font par exemple l'éloge de la beauté masculine. C'est le cas par exemple d'Ibn Hazm de Cordoue, célèbre poète, philosophe et théologien de l'islam au XIe siècle, qui évoque dans le Collier de la Colombe les sentiments que l'on peut ressentir pour les jeunes hommes. Même chose pour Abou Nuwas au 8e et 9e siècle, l'un des plus grands poètes de son temps, qui parle ouvertement dans son œuvre de sa préférence pour les éphèbes. Dans l'Europe chrétienne médiévale, l'homosexualité devient plus discrète, mais ne disparaît pas. Dans les monastères, les amitiés masculines sont courantes, les historiens ont pu retrouver des correspondances, des poèmes, des lettres qui témoignent de liens affectifs très forts entre des moines par exemple. On parle alors d'amour spirituel, d'union des âmes, mais certains textes laissent peu de place au doute sur la vraie nature des sentiments que certains partageaient. Baudry de Bourgueil par exemple, un poète et abbé du XIe siècle, décrit avec une grande admiration
citation les traits physiques d'un jeune homme dans l'un de ses poèmes, mettant en avant son attrait pour la beauté masculine. Dans certains cas, ces relations sont même tolérées, tant qu'elles restent discrètes bien sûr. Dans l'Empire byzantin, on trouve par exemple les rituels d'Alelphopoiesis, littéralement rituels de fraternisation, qui célèbrent l'union de deux hommes adultes dans une sorte de mariage spirituel et religieux, comme des compagnons de prière. Si certains historiens y voient une manière codée de bénir les mariages homosexuels, la position officielle de l'Église à cette époque exclut l'union physique entre les deux hommes. Mais bon, t'imagines bien qu'une fois la porte de la chambre fermée, il est difficile de dire ce qui s'y passe. Dans le royaume français aussi, on a pu faire preuve de tolérance. En 1098, le roi de France Philippe Ier confirme un certain Jean II comme évêque d'Orléans, alors même qu'il entretient une liaison publique avec l'archevêque de Tours, probablement Raoul II. Même si cette élection scandalise une grande partie des religieux français de l'époque, elle sera finalement confirmée par le pape Urbain II. Tu l'auras donc compris, même si l'homosexualité est officiellement condamnable dans les sociétés religieuses du Moyen-Âge, sa répression reste finalement marginale. Mais à partir du XIIe siècle, un changement s'amorce. Ce n'est plus seulement la morale religieuse qui réprouve, mais désormais le droit et la justice. En fait, au XIe siècle, le pape Grégoire VII lance la réforme grégorienne. Son objectif est de moraliser le clergé, d'affirmer l'autorité pontificale et de purifier la chrétienté. C'est cette réforme qui impose par exemple le célibat aux prêtres, qui affirme l'indépendance du pouvoir spirituel face au pouvoir politique et qui associe la sodomie à une déviance incompatible avec la pureté spirituelle. Après cette réforme, l'homosexualité n'est plus tolérée comme un simple excès. Elle devient un vice, une hérésie, un péché contre nature, souvent considéré comme l'un des plus graves. Thomas d'Aquin, grand philosophe catholique du XIIIe siècle, classe par exemple la sodomie comme le pire des vices, juste après l'homicide. En parallèle, l'Église fonde une institution redoutée, l'Inquisition. D'abord conçue pour traquer les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ont des pratiques considérées comme contraires à la foi chrétienne, elle vise rapidement toutes les formes de comportement jugées déviants, dont l'homosexualité. L'homosexualité est donc criminalisée dans une grande partie de l'Europe. À Florence, au XIVe siècle, est même créée une institution municipale spécifique, l'Office de la nuit. Elle est chargée de traquer et de punir les homosexuels de la ville en agissant la nuit, d'où son nom, et en 70 ans d'existence, on estime que plus de 17 000 hommes ont été poursuivis, certains ont été condamnés à de simples amendes, d'autres à l'exil, mais d'autres encore ont été envoyés sur le bûcher. Et parmi les personnes accusées, on retrouve même un certain Léonard de Vinci. En France, les répressions sont plus ponctuelles, mais elles existent. Le cas le plus célèbre est certainement celui de Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers. En 1314, le roi de France Philippe le Bel le condamne à mort sur le bûcher en l'accusant lui et son ordre de pratiques homosexuelles. Mais pendant que l'Occident se ferme, d'autres cultures médiévales conservent un rapport plus souple ou plus spirituel avec l'homosexualité. Dans le Japon féodal par exemple, les moines bouddhistes ou les samouraïs pratiquent le shudo, une tradition pédérastique entre un homme adulte et un jeune garçon, un peu comme ce que je t'expliquais sur la Grèce antique tout à l'heure. Cette relation alliait éducation morale, fidélité et relations sexuelles et s'inscrivait dans un code d'honneur bien précis. Dans les cultures amérindiennes précolombiennes, c'est encore plus libéré. Lorsque les Espagnols débarquent en Amérique au XVIe siècle, ils sont stupéfaits par la sexualité des peuples sur place. Dans plusieurs sociétés amérindiennes, chez les Zapotèques, les Navajos ou les Lakotas, on reconnaît par exemple des individus bispirituels qui ne sont ni des hommes ni des femmes et qui occupent des fonctions rituelles, artistiques et religieuses. Chez les Aztèques, c'est plus compliqué. Sur le principe, l'homosexualité est condamnée par pendaison pour les hommes et par garrot pour les femmes, mais dans les faits, plusieurs historiens espagnols qui sont allés au contact des Aztèques affirment que ces lois strictes n'étaient pas forcément appliquées et que les homosexuels, hommes comme femmes, étaient relativement libres. Bernardino de Sahagún, un missionnaire espagnol du XVIe siècle, évoque par exemple le lesbianisme des femmes qui s'adonnent à des pratiques masculines, notamment la pénétration d'autres femmes. L'homosexualité se retrouve même dans la spiritualité aztèque, notamment dans les figures de Xochiquetzal et Xochipilli, des jumeaux déesses et dieux de l'amour, de la beauté, de la fertilité, de la danse, de la musique, des fleurs, et accessoirement protecteurs de la prostitution et de l'homosexualité. En somme, tu l'auras compris, le Moyen-Âge n'est pas qu'un long tunnel d'obscurité pour l'homosexualité. Si l'Occident chrétien finit par sévèrement punir les pratiques homosexuelles, ailleurs, le monde continue de s'aimer autrement. En Europe, la répression va continuer jusqu'à la Renaissance, lorsqu'un nouveau monde commence à émerger. Un monde pas forcément plus tolérant, mais traversé par de nouvelles contradictions. Et avant d'aborder le prochain chapitre, n'hésite pas à mettre ton petit like si cette vidéo t'intéresse et à t'abonner, ça nous fait hyper plaisir.
La Renaissance, qui débute au XVe siècle, est souvent présentée comme une période de renouveau de la pensée, de la philosophie, des arts ou de la politique. On y redécouvre par exemple l'influence de l'Antiquité et du monde gréco-romain. On pourrait donc facilement penser que le regard sur l'homosexualité change à cette période. Mais dans les faits, si la visibilité augmente et que les débats s'ouvrent, la répression reste violente. Deux événements majeurs alimentent ce nouvel essor des savoirs. L'invention de l'imprimerie en 1450, mais surtout la chute de Constantinople en 1453. L'ancienne capitale de l'Empire byzantin tombe face aux armées ottomanes, ce qui provoque l'exil des chrétiens d'Orient en Europe qui ramènent avec eux les vieux écrits de l'Antiquité hérités de l'Empire romain. En Europe, on se remet donc à lire les écrits de Platon, d'Aristote ou même de Socrate et à redécouvrir le monde antique où l'amour entre hommes existait sans honte. Et si les lois continuent de punir sévèrement la sodomie et autres actes contre nature, dans l'art, on se permet de redécouvrir la beauté du corps masculin. Et Michel-Ange en est l'emblème. Dans ses œuvres, ses peintures, ses sculptures, ses poèmes, on retrouve cet amour et cette glorification du corps masculin, qui ne sont d'ailleurs qu'un reflet de la vie intime de l'artiste italien, dont l'homosexualité ne fait plus débat aujourd'hui. Même chose chez Léonard de Vinci, qui, comme on l'a déjà vu, avait été poursuivi à Florence pour son homosexualité, ce qui ne l'a pas empêché lui aussi de consacrer une partie de ses œuvres à la beauté masculine. Entre le 15e et le 16e siècle, c'est donc un véritable courant artistique qui naît et qui met à l'honneur la nudité masculine. Vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu, pour beaucoup, aimer l'homme, c'est aussi aimer Dieu. Bon, malgré ce renouveau artistique, il faut pas non plus imaginer que la répression de l'homosexualité disparaît. Au contraire même. En 1532, par exemple, Charles Quint fait appliquer la Lex Carolina dans le Saint-Empire romain germanique. Et dans ce nouveau code de loi, la sodomie et le lesbianisme sont mentionnés parmi les crimes spirituels les plus abominables. Le texte recommande même de châtier les coupables de ces crimes par le feu, le châtiment réservé à la ville de Sodome. Ce code de loi va même influencer les royaumes européens voisins, puisque dès 1533, la sodomie devient un crime passible de la peine de mort dans l'Angleterre d'Henri VIII. Dans l'Empire espagnol aussi, la répression de l'Inquisition continue, notamment dans les territoires lointains des Amériques, où des procès contre les populations indigènes accusées d'homosexualité ont lieu et s'accompagnent de tortures, de mutilations et de condamnations au bûcher. Dans le même temps, en France, les guerres de religion font rage et opposent les catholiques et les protestants. Et au milieu de ce chaos, le roi Henri III tente tant bien que mal de mener une politique de conciliation. Mais dans sa vie privée, Henri III est décrit comme entouré de mignons, des prétendants de la cour qui ont longtemps interrogé sur la sexualité du monarque. Si sa passion pour les femmes vient contredire l'idée d'une homosexualité pleine et entière, on peut malgré tout affirmer qu'Henri III était bisexuel. Ce qui prouve que dans l'aristocratie et malgré les condamnations, l'homosexualité pouvait être tolérée. L'un des cas les plus célèbres de cette tolérance aristocratique, c'est sans nul doute celui de Philippe d'Orléans, le frère cadet du roi Louis XIV. Connu sous le nom de Monsieur, Philippe d'Orléans est surtout connu pour son homosexualité assumée. Il faut dire qu'enfant, Philippe n'est pas élevé comme les autres garçons. Sa mère, Anne d'Autriche, décide de l'élever comme une petite fille, dans le but d'empêcher le jeune prince de développer toute virilité. L'objectif derrière ça, c'est d'empêcher Philippe de concurrencer l'autorité de son frère, le futur roi, avec qui il n'a que 2 ans d'écart. Philippe est donc habillé en fille jusqu'à ses 7-8 ans, tenu à l'écart des activités de garçons comme la chasse, et grandit entouré de femmes. Avec le temps, il développe un caractère flamboyant, amateur de vêtements extravagants, de bijoux, de perruques, il aime se maquiller, il aime l'art, le théâtre, mais plus que son caractère, il est surtout ouvertement attiré par les hommes. Philippe entretient de nombreuses relations avec des hommes de la cour, aux yeux de tous, et ce malgré ses 2 épouses successives. Mais ce qui frappe surtout, c'est que Louis XIV tolère ces relations. Tant que son frère reste discret et loyal, et qu'il accepte d'être utilisé comme outil diplomatique pour des mariages avec des princesses étrangères, son homosexualité ne pose aucun problème au roi. Philippe est donc l'un des rares personnages historiques dont l'homosexualité est publique, documentée et politiquement tolérée, à défaut d'être moralement acceptée. Mais l'homosexualité ne se limite pas aux hommes des cours royales, et concerne également les femmes, bien que celui-ci soit moins documenté. Anne de Grande-Bretagne n'en reste pas moins un exemple marquant. Reine de Grande-Bretagne entre 1702 et 1714, Anne ne laisse aucune déclaration explicite sur son orientation sexuelle, mais sa correspondance avec Sarah Churchill, duchesse de Marlborough et membre de la cour, pose des questions. Les lettres échangées
entre les deux femmes témoigne d'un attachement passionné, mêlé de jalousie, de reproches, de promesses dignes d'une histoire d'amour. Anne écrit par exemple « Si j'écrivais des livres entiers, je ne pourrais jamais exprimer à quel point je t'aime ». Certains historiens y voient une amitié profonde et fusionnelle, et d'autres une relation amoureuse et intime. Ce qui est sûr, c'est que la reine Anne n'était pas étrangère aux relations intimes avec des femmes, parfois exclusives et fortes émotionnellement, au point où sa réputation à la cour royale d'Angleterre en fut ternie. Ses suspicions de saphisme, comme on disait à cette époque, témoignent d'un malaise. L'amour entre femmes était alors impensé et donc inquiétant. Le lesbianisme n'était pas toujours réprimé par la loi, vu que les hommes de l'époque avaient du mal à le nommer et à le concevoir clairement. Bah oui, des relations sans pénétration, c'est quelque chose qu'on comprenait déjà très mal à l'époque. Le lesbianisme était donc invisible et ignoré par les hommes, sauf quand il venait déranger le pouvoir. Mais certaines femmes se sont opposées à ça. C'est le cas de la reine, ou plutôt du roi Christine de Suède par exemple. Christine monte sur le trône en 1632 à l'âge de 6 ans, après la mort de son père, le roi Gustave II Adolphe. Très tôt, elle se distingue par son refus des conventions, elle rejette les vêtements féminins, refuse de se marier et souhaite être éduquée comme un héritier masculin. Toute sa vie, elle revendiquera son indépendance intellectuelle, politique et surtout sexuelle. Elle a entretenu plusieurs relations amoureuses passionnées avec des femmes, notamment Ebba Spar, une comtesse qu'elle présentait comme sa compagne de couche. Christine cultive également son image androgyne au point que ses contemporains s'interrogent sur son genre. Elle préférait porter le titre de roi comme le voulait son père plutôt que celui de reine. Une interrogation qui continuera longtemps puisqu'en 1965, des chercheurs iront jusqu'à exhumer son squelette afin de détecter d'éventuelles preuves d'intersexuation ou d'hermaphrodisme. Une enquête qui finira par contredire cette hypothèse, Christine étant diadique, c'est-à-dire née avec des caractéristiques typiquement féminines. Ce qui est sûr, c'est qu'elle reste l'une des rares figures royales de la Renaissance à avoir revendiqué une vie hors des normes sexuelles et de genre de son époque. La Renaissance offre donc quelques éclats de liberté individuelle, mais globalement l'homosexualité reste un crime, un scandale ou un sujet d'incompréhension. Il faudra attendre le siècle suivant, celui des Lumières, pour espérer un véritable tournant. Au XVIIe siècle, l'homosexualité prend en visibilité, mais la répression reste lourde. Dans de nombreux pays européens, les condamnations à mort pour homosexualité continuent d'être prononcées, y compris dans les colonies. En 1636, l'Angleterre édicte une loi qui condamne la sodomie au bûcher dans la colonie de Plymouth, l'actuel Massachusetts. Pareil chez les Portugais qui appliquent la même loi au Brésil en 1646. Et il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir les regards progressivement changer. L'homosexualité devient peu à peu un goût plus qu'un vice. On observe d'ailleurs à cette époque l'émergence de lieux de rencontre pour les individus homosexuels un peu partout en Europe. À Londres par exemple, on a appelé ces lieux des Molly Houses, qui étaient souvent des tavernes, des pubs, des arrière-salles, des cabarets qui accueillaient des hommes qui aimaient les hommes. Dans ces lieux, on boit, on danse, on drague, on se travestit et on y donne des spectacles. En fait, on assiste à l'émergence d'une culture gay, même si elle reste cachée et condamnable. En France, si on continue d'assister à des exécutions pour homosexualité, le nombre de condamnations ne fera que diminuer au cours du siècle pour finalement disparaître après la triste affaire Diot-Lenoir. En 1750, Jean Diot et Bruno Lenoir sont les deux derniers Français condamnés à mort en raison de leur homosexualité. Leur seul crime, c'est d'avoir été surpris ensemble de nuit dans une ruelle de Paris, dans une posture répréhensible. Il n'y a ni violence, ni scandale, ni plainte, simplement une suspicion de rapport sexuel entre hommes signalée par un témoin anonyme. D'origine modeste, les deux accusés manquent de moyens et de relations pour se défendre. Le Parlement de Paris, le tribunal de l'époque, décide alors de faire de cette affaire un exemple. Le 6 juillet 1750, Jean Diot et Bruno Lenoir sont finalement étranglés, puis brûlés publiquement à Paris. Le message est assez clair, à défaut de pouvoir surveiller ces comportements jugés déviants qui se multiplient, la justice peut frapper au hasard pour rappeler les règles. Mais le XVIIIe siècle est aussi le siècle qui voit émerger les philosophes des Lumières, qui n'hésitent pas à s'opposer à l'obscurantisme, à remettre en question les dogmes religieux ou à contredire l'absolutisme de la monarchie. Là où les Lumières marquent une rupture, c'est dans leur remise en question de la cruauté de certaines peines judiciaires. Ils militent en fait pour un droit plus rationnel et des peines proportionnées aux vrais crimes, en distinguant ce qui est péché de ce qui est un délit. C'est Cesare Beccaria, juriste et philosophe des Lumières italiens, qui joue un grand rôle dans cette réflexion. En 1764, dans son livre Des délits et des peines, il condamne
condamne la peine de mort pour les crimes sans victime et la répression des comportements privés. Je cite, la loi n'a à punir que les actions nuisibles à la société. Indirectement, cette pensée va faire évoluer le regard moral et pénal sur l'homosexualité. Alors, n'y voit pas non plus un soutien de la cause homosexuelle, hein, les grands noms de lumière continuent de considérer qu'il s'agit d'une déviance. Voltaire, par exemple, qui prône pourtant la tolérance, qualifie l'homosexualité d'abomination dégoûtante. Mais d'autres se montrent plus tolérants, à l'image de Diderot, qui considère que tout ce qui est ne peut être ni contre nature, ni hors nature, et rajoute même que l'homosexualité ne peut être condamnée, puisqu'elle n'a pour conséquence concrète que d'apporter du plaisir aux participants. Ce qui est sûr, c'est que la pensée des Lumières permet de faire évoluer les regards, un changement qui aboutira finalement durant la Révolution française. En 1789, la monarchie s'effondre, emportant avec elle son code pénal. Pour les révolutionnaires, influencés par l'esprit des Lumières, il ne s'agit plus de punir au nom de Dieu, mais de protéger la société en garantissant ses libertés. En 1791, l'Assemblée adopte donc un tout nouveau code pénal dans lequel disparaît le crime de sodomie. La France devient alors le premier pays à dépénaliser l'homosexualité. Bon, là encore, il faut pas y voir un désir de défendre une quelconque liberté sexuelle, il s'agit plutôt de ne plus punir des actes sans victime. Dans la toute nouvelle République, on juge les délits contre les biens ou les individus, pas les désirs intimes qui ne font de mal à personne. Et ce changement, aussi discret soit-il, est révolutionnaire dans l'Europe du XVIIIe siècle. Partout ailleurs, l'homosexualité reste un crime, mais en France, elle commence à sortir du champ du péché pour entrer dans celui du comportement individuel. Mais si la Révolution abolit le crime, elle n'a pas inventé la liberté sexuelle pour autant. Elle déplace juste le regard. L'homosexualité rentre alors dans une ère plus moderne, invisibilisée mais observée, tolérée mais marginale. Alors on pourrait croire qu'après la Révolution et la dépénalisation de la sodomie, la situation des personnes homosexuelles s'améliore. Mais c'est pas vraiment le cas. Dans les faits, l'homosexualité continue d'être marginalisée et réprimée socialement, et désormais, elle va être scrutée. En fait, au milieu du 19e siècle, les regards ne s'améliorent pas, mais changent de nature. La répression morale laisse place à une autre forme de stigmatisation, la médicalisation. En France, le docteur Auguste Ambroise Tardieu est le premier à étudier l'homosexualité sous l'angle médical. Dans un livre publié en 1857, Études médico-légales sur les attentats aux mœurs, il tente de dresser la liste des symptômes de ce qu'il considère comme une pratique contre nature. Pour lui, les homosexuels passifs sont par exemple dotés de petites dents et de lèvres déformées. Bon, on repassera sur la qualité des diagnostics du coup. En 1870, du côté de l'Allemagne, un autre point de vue médical se fait entendre. Le neurologue et psychiatre Karl Westphal publie un article dans lequel il tente d'analyser l'amour entre hommes. Il le décrit comme un sentiment sexuel contraire et suggère que ce phénomène est issu d'une maladie mentale, conseillant de traiter les personnes malades plutôt que de les punir. En fait, avec l'essor de la psychologie et de la psychanalyse portée par Sigmund Freud, l'homosexualité devient un objet d'étude psychiatrique. C'est d'ailleurs à cette période que les mots homosexualité et hétérosexualité apparaissent pour la première fois dans des écrits du journaliste hongrois Karl Maria Kertbeny. Mais derrière cette invention sémantique, il y a une blessure, un deuil devenu un combat. Lorsqu'il était un jeune libraire de Budapest, Karl Maria Kertbeny avait un ami proche, homosexuel, victime de chantage et de menaces de dénonciation à la police. Ne supportant plus cette pression, il finit par se suicider, ce qui marqua profondément Kertbeny. Et c'est cet événement tragique qui le pousse en 1869 à rédiger 2 mémoires anonymes adressés au ministère de la Justice prussien pour dénoncer la cruauté des lois qui criminalisent l'homosexualité, un néologisme qu'il utilise pour la première fois publiquement à cette occasion. Son but n'est pas de classer des individus, mais de les défendre et de donner un nom à ceux qu'on réduisait jusqu'à présent au silence. Alors ce mot nouveau, purement scientifique à l'origine, marque un tournant. Désormais, certains ne parleront plus d'actes mais d'identité. L'homosexualité, ce n'est plus juste faire, c'est être. Et si Kertbeny donne un nom, certains vont donner leur visage. Karl Heinrich Ulrichs est un juriste du royaume du Hanovre. Après avoir réussi dans le droit, Karl est rattrapé par la justice à cause de son homosexualité, et après son licenciement, il déménage et se met à écrire des essais sur l'homosexualité comme journaliste. Il écrit notamment une revue ayant pour titre L'énigme de l'amour entre les hommes, dans laquelle il développe le concept de troisième sexe, une façon de décrire
décrire les homosexuels ou les identités de genre non conformistes. Mais en 1866, la Prusse de Bismarck annexe le royaume du Hanovre et amène avec elle son code de loi qui criminalise l'homosexualité. Karl est donc emprisonné pour activité subversive. Mais le 29 août 1867, un mois après sa sortie de prison, Karl Ulrichs se rend à Munich où se déroule la conférence annuelle des juristes allemands. Il y donne un discours dans lequel il affirme son homosexualité publiquement et défend l'idée que cela devrait être toléré plutôt que condamné. C'est en fait le premier coming out politique, la première fois qu'un homme affiche son homosexualité et réclame la liberté de l'être. Un acte fort, puissant, qui fera évidemment scandale. Durant son discours, il est hué, on le réduira ensuite au silence puisqu'il sera à nouveau radié et contraint de se réfugier en Italie. Mais son courage marque une rupture. Pour la première fois, un homosexuel ne se cache plus, il parle. Mais si certains parlent, d'autres tombent. En Angleterre, à cette époque, Oscar Wilde est l'écrivain le plus célèbre du pays. Raffiné, brillant, adulé pour son art, il incarne l'esprit flamboyant de son époque et est la star des théâtres et des salons londoniens. Mais tout bascule en 1895 lorsqu'il est accusé publiquement de sodomite par John Sholto Douglas, marquis de Queensberry. En réalité, Oscar Wilde, bien que marié, entretient une liaison avec le fils du marquis, Lord Alfred Douglas, un jeune aristocrate qui sera sa plus grande passion, mais qui sera aussi à l'origine de sa chute. Face aux accusations, l'écrivain britannique décide de porter plainte pour diffamation, pensant que sa notoriété le sauverait. Mais le procès se retourne finalement contre lui, on fouille ses lettres, on expose ses nombreuses conquêtes masculines et on l'accuse d'indécence grave. Les relations homosexuelles étant toujours punies dans l'Angleterre de cette époque, Oscar Wilde finit condamné à 2 ans de travaux forcés. À sa libération en 1897, il est ruiné, déshonoré socialement et décide de s'exiler en France, à Paris, où il meurt 3 ans plus tard en 1900, à l'âge de 46 ans. Tous ces drames feront grand bruit dans l'Europe de cette époque. Ils symbolisent la violence sociale et juridique exercée contre les homosexuels à la fin du 19e siècle. Mais le fait que tout ça soit public ouvre une brèche dans laquelle va plonger un certain Magnus Hirschfeld, un neurologue juif allemand. Très tôt dans sa vie, Hirschfeld s'engage contre les discriminations dont sont victimes les homosexuels. En 1897, il fonde à Berlin le Comité scientifique humanitaire, première association de défense des droits homosexuels de l'histoire. Et son objectif est clair. Hirschfeld veut faire abolir le paragraphe 175 du code pénal allemand qui criminalise les relations homosexuelles entre hommes. Et pour cela, le comité enquête, fait des recherches, s'appuie sur des témoignages. Pour la première fois, l'homosexualité est étudiée sur la base d'un vrai raisonnement scientifique et médical. Le comité a d'ailleurs un mot d'ordre simple mais fort, par la science vers la justice. Hirschfeld veut montrer que l'homosexualité n'est pas un choix, ni une maladie, ni une perversion, mais une orientation naturelle et irrépressible. Dans son combat, le comité reçoit le soutien de grands noms de l'époque, comme Albert Einstein, Sigmund Freud, Émile Zola, Léon Tolstoï et j'en passe. En 1898, une proposition de loi visant à abolir le paragraphe 175 est déposée, mais elle échoue. Cette première tentative marque malgré tout l'amorce d'un combat. Pour la première fois, une minorité sexuelle s'organise, milite, s'exprime en son nom. Pour la première fois, des médecins, des intellectuels, des juristes soutiennent publiquement que l'homosexualité n'est ni un crime ni une maladie. Mais à l'aube du XXe siècle, un autre monde est en train de naître. Un monde plus violent, plus idéologique, plus structuré autour de la haine. Le combat pour les droits homosexuels, à peine esquissé, va devoir affronter les 2 plus grands séismes politiques du siècle à venir. Et cette fois, les conséquences seront gigantesques. Au début du XXe siècle, les progrès gagnés à la fin du siècle précédent perdurent pendant un temps. Un peu plus visible qu'avant, l'homosexualité continue d'être théorisée. Grâce aux travaux de Karl Maria Kertbeny ou de Magnus Hirschfeld et son comité scientifique humanitaire, on assiste à l'apparition du premier mouvement homosexuel. Ce mouvement de lutte pour les droits des homosexuels se développe principalement en Allemagne, mais trouve également des échos dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Et l'art va également s'emparer du sujet. En France, en 1911, l'écrivain André Gide publie anonymement Corydon. Pour la première fois dans l'histoire de la littérature française, un auteur n'hésite pas à faire l'apologie de l'amour entre hommes. Même chose chez Marcel Proust, l'auteur le plus célèbre de cette époque et dont l'homosexualité lui inspirera les personnages de son chef-d'œuvre À la recherche du temps perdu, dont l'un des tomes a d'ailleurs pour titre Sodome et Gomorrhe. En 1909 va même être créée Academos, la première revue française abordant la culture homosexuelle. Fondée par le poète Jacques d'Azelvard Fersen, cette revue ne durera qu'1 an,
mais elle témoigne quand même d'une ébullition nouvelle. Puis vient la Première Guerre mondiale. 4 années de violence, de combats, de tranchées, mais aussi de camaraderie au front. Dans les tranchées, les hommes sont ensemble, la mixité sociale y est inédite. Dans ce monde où les femmes sont absentes, où la mort est omniprésente, la sexualité trouve d'autres formes d'expression et des liens profonds se nouent entre les soldats. Officiellement, l'homosexualité au front n'existe pas. Elle reste illégale dans la plupart des pays européens engagés dans cette guerre et elle est juridiquement punie dans les armées. Le sujet est d'ailleurs resté longtemps tabou et n'a quasiment jamais été abordé. En France, il a fallu attendre 2014 pour que le service historique de la défense, le SDH, ouvre les dossiers et rende les archives disponibles pour permettre le travail des historiens. C'était il y a littéralement 10 ans. Pourtant, on a retrouvé de nombreuses lettres échangées entre soldats, dont certaines témoignent d'une affection profonde, voire amoureuse. Certains historiens estiment qu'une partie de ces relations n'était pas toujours homosexuelle au sens moderne du terme, mais circonstancielle, c'est-à-dire liée à l'absence des femmes, au besoin de tendresse, de chaleur et de lien dans une situation où la violence est extrême et quotidienne. C'est ce que les rapports des armées appelaient parfois de manière euphémisée des excès de camaraderie. Alors évidemment, tu l'imagines, les états-majors n'apprécient pas que les soldats se livrent à ce genre de choses. Dans l'armée française, on a par exemple le cas du caporal Jean-Auguste Moret, fusillé en 1915 pour abandon de poste en présence de l'ennemi. En réalité, les rapports militaires indiquent que le caporal Moret avait quitté sa tranchée pour avertir l'aumônier de cas d'homosexualité au sein de son escouade. Une affaire dérangeante, vite étouffée par l'état-major français qui fera donc taire le caporal. Côté britannique, 270 soldats ont été traduits en cour martiale et emprisonnés pour des actes indécents. Mais la Première Guerre mondiale, qui éloigne des millions d'hommes de leur foyer, est également un espace de liberté inédit pour l'homosexualité féminine. Durant la guerre, les femmes investissent massivement la sphère publique, les usines, les hôpitaux et même le secteur militaire. Ce bouleversement de l'ordre social traditionnel, combiné à l'absence prolongée des hommes, ouvre de nouveaux espaces de proximité entre femmes. Dans Scars Upon My Heart, par exemple, une anthologie de poèmes de femmes ayant vécu la guerre, plusieurs textes évoquent la douleur de la séparation entre femmes, ou le réconfort trouvé dans les bras d'une camarade. Autre exemple, Radcliffe Hall, poétesse et romancière britannique, s'engage pour la Croix-Rouge pendant la guerre et profite de la période pour s'installer avec sa compagne, Una Troubridge. Après la guerre, Radcliffe Hall publiera Le Puits de Solitude en 1928, un roman profondément inspiré par la période qui évoque une femme lesbienne servant comme ambulancière sur le front. Un roman qui traduit une nouvelle réalité, celle de femmes libérées des cadres conjugaux habituels et qui découvrent la possibilité d'aimer et de désirer autrement. Et cette affirmation d'un désir féminin hors des normes ne se limite pas au monde anglo-saxon. À la même époque, en Espagne, une autre figure s'impose, Victorina Duran. Artiste peintre, militante féministe et lesbienne revendiquée, elle fonde le Cercle Saphique de Madrid. Ce réseau informel et clandestin offrait un espace de sociabilité sûr pour des discussions et des échanges entre femmes partageant la même orientation sexuelle. La Première Guerre mondiale, en plus de redessiner la carte de l'Europe, provoque donc un bouleversement sociétal profond qui remet en question un certain nombre de principes. En plus de ça, en Russie, la révolution bolchevique d'octobre 1917 modifie radicalement le climat politique et social, puisque les actes homosexuels sont dépénalisés par Lénine dès décembre de cette année-là. Durant l'entre-deux-guerres, on assiste donc à une période d'affirmation de plus en plus forte de l'identité homosexuelle. À Londres, Paris, Vienne, New York ou Berlin, les lieux de rencontres homosexuelles se multiplient et de plus en plus, des mouvements de revendication se forment pour demander la dépénalisation de l'homosexualité. À Berlin, Magnus Hirschfeld continue sa lutte contre le fameux paragraphe 175, toujours en vigueur. Il obtient même que la police allemande octroie des permis de travestissement, sur présentation d'un certificat médical qu'il délivre grâce à l'Institut de sexologie, un organisme privé qu'il fonde en 1919 et qui sert de centre de recherche sur l'homosexualité et la transidentité. Dans ce contexte de relative tolérance des autorités, le premier hymne homosexuel est écrit en 1921, Das Lila Lied. Son auteur, Kurt Schwabar, parolier pour les plus grands cabarets de Berlin, dédie d'ailleurs la chanson à Magnus Hirschfeld. L'homosexualité connaît aussi un nouvel âge d'or de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à New York. Dans le quartier de Harlem, pendant la Renaissance noire, la chanteuse noire Gladys Bentley, ouvertement lesbienne, se produit en smoking dans les clubs de jazz, jouant avec son côté androgyne. Elle y chante des paroles suggestives assumées dans lesquelles elle raconte ses aventures avec des femmes. Elle est d'ailleurs considérée comme l'un des premiers drag kings de l'histoire. Mais cette parenthèse relative de liberté ne sera finalement que de courte durée. Après la crise financière de 1929, les tensions politiques et la montée des régimes autoritaires mettent un terme à cette ébauche d'ouverture. Peu à peu, les cabarets ferment
ferme, les revues sont interdites, les homosexuels sont surveillés. L'étau se resserre et l'horizon des libertés se referme. Les régimes totalitaires européens, donc l'Italie de Mussolini, l'URSS de Staline, l'Espagne de Franco et l'Allemagne de Hitler, vont persécuter, traquer et criminaliser l'homosexualité comme jamais auparavant. En URSS, Staline rétablit personnellement la criminalisation de l'homosexualité à partir de 1933. Les rapports sexuels entre hommes sont punis jusqu'à 5 ans de goulag, et même si la loi ne mentionne pas les rapports entre femmes, le pouvoir soviétique n'en est pas moins répressif à leur égard sur le plan social et psychiatrique. En fait, Staline associe l'homosexualité à une maladie mentale, un trouble de la personnalité en lien avec la décadence bourgeoise ou avec la perversion fasciste. Dans l'Italie fasciste de Mussolini, justement, aucune loi ne criminalise officiellement l'homosexualité. Bah oui, inutile, puisque selon Mussolini, en Italie, il n'y a que des hommes actifs, virils et dominants. Pourtant, en 1938, des dispositions sont prises par le régime fasciste pour isoler les homosexuels qui sont vus comme une menace de l'ordre moral. Les hommes soupçonnés d'homosexualité sont donc envoyés en exil, notamment sur l'île de San Domino, dans l'archipel des îles Trémiti en mer Adriatique. Il y a donc en Italie une volonté de purification sociale silencieuse où l'on surveille, on isole et on fait taire l'homosexualité. Mais c'est surtout sous l'Allemagne nazie que les persécutions vont être les plus violentes. Dès leur arrivée au pouvoir en 1933, les nazis ciblent les hommes homosexuels comme des ennemis de l'État. Pour Hitler, l'homosexualité est un danger biologique et moral qui menace la virilité de la nation et la natalité de l'Allemagne. Les organisations homosexuelles sont donc interdites, l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld est attaqué puis pillé, et ses travaux sont détruits dans les premiers auto-da-fé. En 1935, les autorités nazies modifient le paragraphe 175 qui criminalise l'homosexualité pour l'aggraver. Il ne s'agit plus seulement de punir les actes sexuels, mais tout comportement jugé comme homosexuel. Résultat, les arrestations explosent, et plus de 8000 condamnations par an ont lieu entre 1936 et 1939. On estime entre 50 et 100 000 le nombre d'hommes arrêtés pour homosexualité sous le Troisième Reich. Une politique de répression qui deviendra encore plus violente après l'ouverture des premiers camps de la mort, puisque 10 à 15 000 homosexuels seront déportés à Dachau ou Lichtenburg par exemple. Dans les camps, les homosexuels sont identifiés par un triangle rose inversé cousu sur leur uniforme et sont interdits de contact avec les autres détenus pour éviter les contagions morales. Ils subissent souvent un traitement particulièrement brutal et sont victimes de torture, de castration forcée et même d'expérimentation médicale. À Buchenwald par exemple, le SS Karl Wernet a tenté de guérir l'homosexualité en implantant des capsules de testostérone à des hommes qui l'utilisent comme cobaye. Pierre Zell, un Français d'origine alsacienne, arrêté à 17 ans pour avoir fréquenté un parc connu comme lieu de rencontre gay, est envoyé à Schirmeck, un camp de rééducation nazi en Alsace. Il raconte dans ses mémoires avoir vu son compagnon être dévoré vivant par des chiens dressés par les gardiens. Un témoignage glaçant qui ne sera publié qu'en 1994. Parce que oui, après 1945 et la chute du nazisme, ce sujet restera longtemps un tabou dans la société d'après-guerre. Au procès de Nuremberg, les crimes contre les homosexuels ne seront jamais mentionnés. D'ailleurs, les homosexuels survivants ne seront pas reconnus comme des victimes du nazisme. Pire encore, certains seront placés en prison en vertu du paragraphe 175 qui restera en place sous la République fédérale allemande jusqu'en 1994. Il faudra attendre 2002 pour que l'Allemagne réhabilite officiellement les déportés homosexuels. Le XXe siècle aura donc vu l'homosexualité osciller entre les extrêmes. D'un côté, les premières luttes pour plus de reconnaissance et de l'autre, les régimes autoritaires et les guerres qui ont entraîné des persécutions jamais vues auparavant. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le monde change et si de nombreux pays continuent de criminaliser l'homosexualité, les sociétés modernes évoluent et voient bientôt se constituer des mouvements homosexuels réclamant plus de reconnaissance, plus de visibilité, de liberté ou demandant simplement le droit d'exister. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'heure est à la reconstruction. Mais pour les personnes homosexuelles, la libération n'a pas eu lieu. Les lois répressives sont toujours en vigueur, le paragraphe 175 toujours en place en Allemagne, et l'homosexualité continue d'être perçue comme une maladie mentale ou un fléau social. Alors que le monde se découpe peu à peu en deux blocs distincts entre l'Est soviétique et l'Ouest occidental, la condition homosexuelle reste persécutée, quel que soit le modèle politique. L'URSS, toujours dirigée par Staline, continue d'appliquer l'article
l'article 121 du code pénal soviétique qui fait de l'homosexualité un crime punissable de 50 goulags. C'est donc un sujet qui restera tabou dans la société soviétique. Sergei Eisenstein, par exemple, grand réalisateur et figure centrale du cinéma soviétique, a toujours caché son homosexualité au point d'épouser sa secrétaire Pera Atacheva dans un mariage qu'il ne semble jamais avoir consommé. Cette politique répressive du régime soviétique devient une norme exportée dans le reste des pays du bloc communiste, comme en Pologne, en Roumanie, en Albanie ou même à Cuba. Fidel Castro, premier dirigeant communiste de l'île à partir de 1959, considérait l'homosexualité comme une maladie mentale de bourgeois. Les homosexuels de Cuba seront même emprisonnés dans des camps de travail forcés, les UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, où sont censés être rééduqués les éléments considérés comme déviants. Du côté américain, c'est pas la joie non plus. À la sortie de la guerre, l'homosexualité est toujours vue comme une maladie psychiatrique et la sodomie reste passible de peine de prison dans de nombreux États américains. Dans les années 50, alors que la guerre froide fait rage, une chasse aux sorcières politiques et idéologiques se déchaîne. C'est le temps du McCarthyisme du nom d'un sénateur américain, Joseph McCarthy. Il s'agit d'une traque sans relâche contre les communistes infiltrés dans les institutions américaines, les ennemis de l'intérieur. C'est ce qu'on a appelé la peur rouge. Sauf qu'on l'oublie souvent, mais les homosexuels américains aussi ont été considérés comme une menace intérieure. Vus comme plus vulnérables au chantage, moralement instables, voire déloyaux par nature, l'administration américaine considérait que les homosexuels pourraient être manipulés par l'ennemi à cause de leurs secrets honteux. Résultat, les homosexuels sont traqués au même titre que les communistes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la peur violette. Entre les années 40 et 60, une véritable purge est menée dans les administrations, notamment dans la diplomatie, l'armée et les renseignements. Des milliers de fonctionnaires sont renvoyés pour des faits d'homosexualité réels ou supposés. L'administration Eisenhower ira jusqu'à interdire formellement l'embauche de personnes homosexuelles dans la fonction publique en 1953. Alors évidemment, cette traque entretient une paranoïa sociale, où l'homosexualité devient une suspicion, un danger et un tabou. En fait, il faut attendre le courant des années 60 pour voir les choses vraiment évoluer. Les années 60 sont marquées par une profonde transformation des mentalités qu'on a appelée la révolution sexuelle. C'est un mouvement culturel, politique, social qui remet en cause l'ordre moral traditionnel fondé sur le patriarcat, la religion et la répression des désirs. En gros, c'est à ce moment-là qu'on dissocie la sexualité de la procréation, notamment grâce à la diffusion de la pilule contraceptive. On assiste également à l'essor des mouvements féministes qui dénoncent le contrôle du corps des femmes. Mais la révolution sexuelle brise aussi un verrou fondamental autour des sexualités marginalisées comme l'homosexualité. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, on reparle publiquement de ce tabou. Alors cette libération des mœurs ne règle pas tout, mais elle prépare le terrain des luttes à venir. Et d'ailleurs, il ne faudra pas attendre longtemps puisque le véritable tournant historique a lieu à New York dans la nuit du 27 au 28 juin 1969. À cette époque, la ville de New York interdit aux hommes de se travestir, de danser entre eux et il est même interdit de servir de l'alcool à des homosexuels. Pourtant, des lieux existent, cachés, pour permettre aux marginaux de faire la fête malgré les interdits. Un bar restera plus célèbre que les autres, le Stonewall Inn. Cet établissement, en fait tenu par la mafia, est l'un des seuls à recevoir les homosexuels, les drag queens, les personnes trans, mais aussi les SDF, les hippies, les drogués, etc. Les descentes de police y sont fréquentes, avec des contrôles d'identité, des arrestations arbitraires et des humiliations publiques. Mais dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, lors d'une descente de police dans le bar, quelque chose change. Les clients refusent de se laisser faire. C'est la descente de trop. Très vite, l'intervention de police dégénère, une foule se rassemble, riposte et repousse la police. C'est une véritable émeute qui commence autour du Stonewall et qui durera plusieurs jours. Pour la première fois, la communauté homosexuelle ne plie pas, elle se défend, revendique son droit d'exister et forme un mouvement. Dans les mois qui suivent, des collectifs se créent dans plusieurs grandes villes américaines pour organiser un mouvement de revendication. Le Gay Liberation Front, le GLF par exemple, est le premier mouvement militant structuré à voir le jour en été 1969. Le GLF ne cherche pas simplement la tolérance, il réclame une libération totale. Et pour cela, il organise des manifestations, distribue des tracts, fonde des journaux militants et participe à sortir l'homosexualité de la clandestinité. Le 27 et 28 juin 1970, un an après les émeutes de Stonewall, les premières marches des fiertés sont organisées à New York, Los Angeles, Chicago ou même San Francisco. Ce mouvement gagne peu à peu l'ensemble du monde occidental et rapidement, des collectifs comme le GLF apparaissent au Canada, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et même en France où le Front homosexuel d'action révolutionnaire est
fondée en 1971. On assiste alors à la création du militantisme homosexuel moderne. D'ailleurs, le fameux drapeau arc-en-ciel, emblème du mouvement LGBT, est dessiné en 1978 par le graphiste et militant américain Gilbert Baker à l'occasion d'une marche des fiertés à San Francisco. Mais alors que les luttes se renforcent un peu partout dans le monde dans les années 80, un coup d'arrêt brutal et tragique survient lorsqu'apparaît le sida. Identifié en 1983, le VIH est rapidement associé à l'homosexualité masculine en raison du grand nombre de personnes atteintes dans le milieu gay. On parle même de cancer gay ou de peste rose dans les médias de l'époque et dans les discours homophobes qui ressurgissent. Aux États-Unis, le télévangéliste Jerry Falwell, figure majeure de la droite chrétienne, déclare par exemple que le sida est un châtiment divin contre les homosexuels. De manière générale, les États tardent à réagir face à cette épidémie et la peur se répand rapidement dans les sociétés. Mais cette tragédie va aussi renforcer le militantisme. En France, par exemple, des associations comme ACT UP dénoncent l'inaction politique et le mépris des autorités. Le sida, bien qu'épouvantable, devient un moteur de visibilité et de prise de conscience mondiale. Grâce aux actions coup de poing de ACT UP, aux démarches de Lady Diana qui sera l'une des premières personnalités à aller au contact des malades, mais aussi grâce à la médiatisation de la maladie chez certaines grandes stars internationales, comme Freddie Mercury par exemple, eh bien les regards sur le sida finissent par évoluer et incitent les dirigeants politiques à engager des recherches et à mieux communiquer sur cette épidémie. Après cette tragédie, les revendications homosexuelles commencent à trouver un écho en même temps que les mentalités évoluent. En 1990, l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. C'est pas trop tôt. Dès 1989, le Danemark devient le premier pays au monde à instaurer un pacte d'union civile pour les couples de même sexe. Il sera vite suivi par la Suède, la Norvège et l'Islande. En 1999, la France fera de même en adoptant le Pacs ouvert aux couples homosexuels. Puis en 2002, les Pays-Bas sont les premiers à légaliser le mariage homosexuel, rapidement suivi par la Belgique, l'Espagne et le Canada. Aujourd'hui, 39 pays reconnaissent le mariage homosexuel, principalement en Europe et en Amérique du Nord. On compte aussi quelques avancées en Asie avec Taïwan, le Népal ou la Thaïlande, dernier pays en date à l'avoir adopté en janvier 2025. Et l'Afrique du Sud demeure le seul pays africain à avoir légalisé le mariage homosexuel en 2006. Malgré ces progrès, l'homosexualité reste criminalisée dans 69 pays du monde, avec des peines allant de la simple amende jusqu'aux peines de prison, voire à la peine de mort pour certains d'entre eux. Officiellement, 6 pays punissent l'homosexualité de la peine de mort: l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria et le Yémen. Mais selon certains rapports, 5 autres pays viennent s'ajouter à cette sinistre liste, même si ce n'est pas officiel: l'Afghanistan, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Pakistan et la Somalie. Même dans les pays où la cause homosexuelle est solidement ancrée dans la société, les droits conquis peuvent toujours être remis en question, et l'homophobie reste une réalité qui n'a jamais disparu. Aux États-Unis par exemple, en 2015, un texte de loi est déposé à la Cour suprême de Californie par un avocat et activiste d'extrême droite, c'est le Sodomite Suppression Act. Dans ce texte, il est proposé d'exécuter par balle toute personne homosexuelle. Le texte n'a bien entendu jamais été voté, mais son simple dépôt rappelle jusqu'où certains sont prêts à aller. Plus récemment, Donald Trump, fraîchement réélu président des États-Unis, a abrogé de nombreux décrets promouvant l'égalité des orientations sexuelles et a mis fin aux programmes gouvernementaux de diversité, d'équité et d'inclusion, affirmant qu'il favorise la culture woke et les discriminations envers les hommes blancs. Ça se passe de commentaires. Mais malgré tout ça, la cause homosexuelle a parcouru un long chemin, une odyssée sociale qui est en fait étroitement liée à l'histoire de l'humanité elle-même. Cette longue histoire de l'homosexualité nous rappelle que les acquis ne sont jamais définitivement gagnés et que les situations évoluent au gré des grands bouleversements du temps. L'égalité est et restera toujours un processus continu qui exige vigilance, engagement et solidarité. Tant que l'amour sera jugé, le combat devra continuer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Je lève la tête, j'ouvre les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tombe dans les cieux, quels sont nos moteurs. Je veux savoir ce qui se cache derrière ces